Voilà, donc on va entamer les dernières vidéos sous forme de bilan sur l'œuvre d'Alexandre, d'un point de vue militaire, politique, économique et culturel. Euh, donc Alexandre, évidemment connu comme l'un des plus grands génies militaires de l'Antiquité, donc à la fois stratège hors pair et combattant téméraire. Alors pourtant, faudrait pas oublier évidemment le mérite de ces soldats, officiers, techniciens, ingénieurs qui l'ont accompagné en Asie, ni oublier l'héritage considérable de Philippe II qui est, disons, à l'initiative des réformes qui ont forgé l'outil militaire macédonien. En clair, les grandes victoires contre les Perses, donc Granique, Issos, Gaugamel, sont fondées donc sur des concepts stratégiques établis par son père, qui s'inspire lui-même en grande partie de l'ordre oblique du général Épaminondas, donc un Thébain, qui avait vaincu les Spartiates. À part aussi qu'Alexandre est, durant ces batailles, secondé par un général expérimenté, Parménion, qui sera exécuté avec le TAS, on l'a vu. Donc pour revenir aux aspects, on va dire, stratégiques, donc Alexandre, il met en œuvre une tactique sur le terrain qu'on va résumer par la tactique dite du marteau et de l'enclume. Donc voilà, le marteau et la cavalerie et l'enclume, la phalange donc de piquet. Alors, il bénéficie aussi de la faiblesse stratégique des Perses, ainsi que de facteurs favorables, comme on va dire une forme de naïveté de Darius III. Alors son génie militaire, il repose d'abord dans sa capacité à lancer la charge de cavalerie au moment opportun. Et c'est seulement en Haute-Asie, donc dans les hautes satrapies d'Asie centrale, après 330, qu'Alexandre établit donc des tactiques plus novatrices. Alors que ce soit dans sa lutte contre les derniers Perses insoumis, donc dirigés par Bésos, ou dans les steppes contre les cavaliers scythes. En Inde, donc il doit prendre en compte aussi un nouvel adversaire, les éléphants de guerre. Et d'ailleurs, la dernière grande bataille rangée d'Alexandre, donc la bataille de l'Hydaspe, se déroule selon une tactique nouvelle. Et donc pour la première fois, Alexandre ne participe sans doute pas directement au combat, et il va laisser ses généraux, donc Cratère et Perdiccas, exécuter ses ordres, sachant que lui prend la tête d'un corps de cavalerie pour prendre à revers les Indiens. Donc au total, Alexandre, en fait, il n'aura livré que, des guillemets, 4 grandes batailles rangées, auxquelles on peut ajouter aussi la méconnue bataille des portes persiques, ainsi que de nombreux sièges également. On a tendance à l'oublier, mais Alexandre a mené aussi de nombreux sièges. Tout d'abord Thèbes, qui sera rasé avant la campagne nazie, Milet, Halicarnasse, et surtout Tyr et Aornos, des sièges très très compliqués et longs, et qui ont vu l'emploi de machines de guerre, notamment des tours, des élépaules. Donc voilà pour ces batailles de siège. Alors là où aussi Alexandre monte toute son inventivité, c'est dans la manœuvre avec des marches rapides, des déplacements donc en montagne, des campagnes d'hiver également, des franchissements de fleuves. Et là, on voit qu'il applique en fait des stratagèmes établis par des stratèges grecs. Donc on retient Xénophon, donc qui est très connu, qui est un général mercenaire, un homme de guerre, mais aussi un historien et un philosophe, donc un Athénien, qui a combattu donc en Perse. Il a été au service de nobles perses dans des querelles de succession. Ainsi qu'Iphicrate, donc qui était un général athénien qui pendant la guerre du Péloponnèse a vaincu les Spartiates dans des guerres de guérilla avec l'emploi notamment des peltastes, donc l'infanterie légère contre les hoplites lourds spartiates. Alors, il paraît quand même assez économe de la vie de ces hommes,
Il va toujours préférer la manœuvre rapide au combat frontal, donc à part évidemment lors des grandes batailles rangées. Alors c'est aussi évidemment un grand manieur d'hommes, hein, bon, ses harangues sont pleines d'éloquence, de force de conviction, même si bon, certaines sont pas forcément authentiques. Et on va dire que la seule fois où il va échouer à convaincre ses troupes, hein, c'est en Inde, sur la rive de l'Iphaz en 326, où donc ses soldats refusent d'avancer plus loin. Donc voilà pour l'œuvre militaire qui est peut-être la plus connue, hein, d'Alexandre, donc qui mérite pas forcément du développement plus précis. Alors pour l'œuvre politique, donc d'ailleurs je vais surtout, je vous montre une dernière fois, m'intéresser donc à cet ouvrage, donc Le monde grec et l'Orient, et donc Paul Gogowski, donc helléniste, historien, voilà une sommité de l'hellénisme. Donc voilà pour cette analyse, ces sources, hein, bibliographiques. Alors déjà, voilà, l'œuvre d'Alexandre est complexe, l'œuvre politique est complexe à comprendre, à analyser, parce que voilà, ça reste une œuvre inachevée, donc il y a beaucoup de conjectures. Alors, on peut déjà poser la base, hein, c'est-à-dire qu'il est le fondateur d'un empire multiethnique, multiculturel, mais qui est lui-même établi sur les bases de l'empire perse achéménide. On a bien vu qu'il avait conservé les cadres administratifs de l'empire perse, hein, dont de nombreux satrapes, tout en cherchant à se concilier l'aristocratie locale. Des exemples, hein, comme la rénovation du tombeau de Cyrus, donc le fondateur de l'Empire achéménide, hein, ou les noces de Suse, hein, donc le mariage de 10 000 gréco-macédoniens avec des femmes perses et mèdes. Donc il fait en sorte que chaque peuple conserve ses particularismes culturels ou religieux. Donc les populations continuent de parler leur langue, hein, dont l'araméen et le babylonien, bien que le grec devienne la langue officielle de l'administration royale. Donc il va évidemment établir aussi des foyers de peuplement grec, hein, donc dans le plateau iranien ou en Asie centrale, donc au confins de l'Asie, hein. On est même jusqu'en Afghanistan actuel, donc avec l'implantation de vétérans et de colons qui vont d'ailleurs se développer surtout à l'époque séleucide, hein, qui est donc le grand royaume hellénistique d'Asie, hein, fondé donc par Séleucos. Donc en principe, Alexandre est parvenu à unifier son empire, hein, car tous ces territoires dépendent de son autorité, mais cette souveraineté, voilà, cache une grande diversité de statuts, de situations, entre l'administration stratapique ou celle des cités. Voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est parfois un petit peu complexe. Enfin voilà, c'est la conséquence directe de l'extraordinaire rapidité de la conquête. Euh, alors, bien sûr, il a une volonté panhellénique, hein, on l'a vu. Donc là, il s'inspire du penseur Isocrate, qui voulait unifier la Grèce et voilà, on va dire soumettre l'empire perse. À voir aussi qu'il utilise, on va dire, le droit grec de la guerre, hein, défini d'ailleurs par Xénophon, qui dit c'est une loi universelle et éternelle que dans une ville prise sur des ennemis en état de guerre, tout, et les personnes et les biens, appartient au vainqueur. Hein, ce qu'on pourrait appeler la conquête par la lance. Hein. On se souvient du symbole, hein, quand il a posé le pied en Asie, il a planté sa lance dans le sol. Et donc il considère bien que en fait il remplace la souveraineté achéménide par la souveraineté macédonienne et que toutes ces conquêtes en fait sont définitives. Euh, Voilà. Alors, on sait bien aussi que l'urbanisation reste pour lui un moyen d'assurer sa domination sur les régions conquises. Donc, soit sous la forme de colonies militaires, soit sous la forme véritablement de cités, donc de poléis. Et donc déjà, hein, pour les hommes de l'Antiquité, donc notamment Plutarque et Arrien, Alexandre fait figure de conquérant civilisateur. Et selon cette tradition, il aurait fondé 70 villes. Alors évidemment, ce chiffre paraît exagéré, car il prend en compte donc les fondations de ses successeurs, donc les diadoques, ainsi que des simples garnisons, hein, ce qu'on peut appeler les furias. Donc c'est pas forcément 70 grandes cités, hein, voilà. Donc si on est plus voilà précis, on suppose qu'il aurait fondé une vingtaine d'Alexandries, évidemment la plus connue étant
Alexandrie d'Égypte. Une autre aussi très importante, stratégique pour les voies commerciales, c'est Alexandrie du Tigre. Et elles vont jouer évidemment après, dans l'époque hellénistique, un grand rôle de centres commerciaux. À voir que la sédentarisation des peuplades asiatiques ne semble pas avoir été un objectif en soi. Alors revenons maintenant à l'expression de la royauté. Donc Alexandre a modifié le cadre traditionnel de la royauté arvéade en personnalisant plus encore que son père le pouvoir. Alors, il faut savoir que normalement, voilà, de manière symbolique, c'est l'assemblée des Macédoniens en armes qui désigne le nouveau roi, donc souvent évidemment dans le cadre d'une succession dynastique, mais qu'ensuite elle sera que très peu consultée. Alors à voir aussi quand même qu'ils s'entourent d'un conseil royal, le Sunédrion, où les nobles peuvent exercer normalement une libre parole, ce qu'on appelle l'Iségoria. Et on verra qu'il va s'appuyer quand même hein, les proches, les futurs diadoques, on pourrait dire, en tout cas pour ceux qui ont survécu à son règne. Et à voir aussi qu'au début de son règne, il a quand même la tutelle d'Antipater, donc le vieux régent, ainsi que celle plus relative aussi du vieux général Parménion. Donc on peut pas considérer qu'au départ c'était forcément un souverain absolu, il va le devenir au fil des conquêtes, conforté par ses proches, donc son premier cercle, donc Héphaïstion, Perdiccas et Cratère. Alors, à voir aussi, bien sûr, qu'auprès de certains des peuples asiatiques, il va accéder à un statut de roi divinisé. Donc en Égypte, il va être désigné pharaon, Horus vivant, reconnu comme le fils de Dzasamon, donc par les prêtres de l'oasis de Siwa. Donc à Babylone, il est roi de par la volonté du dieu tutélaire de la cité, Marduk. Et on sait qu'il a suivi scrupuleusement les rites religieux babyloniens et fait restaurer certains temples. Et il va donc évidemment recevoir l'appui déterminant de la caste sacerdotale babylonienne. Alors, il paraît peu probable qu'il ait cru véritablement être un dieu, il en fait même des sujets de plaisanterie avec Héphaïstion. Enfin voilà, il semble convaincu de l'essence divine de sa mission et évidemment dans un but aussi de propagande. Alors quand on fait un peu cette synthèse de toute cette politique impériale, ça fait dire à certains historiens modernes, et notamment Pierre Briand, qu'Alexandre serait le dernier des Achéménides en fait. On peut dire qu'il se place dans les pas des souverains perses. Donc il a en effet rassemblé toutes les terres conquises par les Achéménides, donc sous Cyrus, au sein d'une même construction, et il a repris en main l'administration centrale et satrapique, tout en désignant des Asiatiques. Voilà. Et enfin, il a conservé le système du tribut, le système tributaire, c'est-à-dire l'impôt en argent ou en nature, au sein de la terre royale, ce qu'on appelle la Cora basiliquée. Voilà pour ces aspects politiques. Je m'arrête là-dessus.